Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, quand toi, t'es énervé, toi, tu frappes pas ma fille. Toi, tu sors dehors et tu frappes l'arbre. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. Un podcast imaginé par Oxmo Puccino et réalisé par David Comillas. Arte Radio. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce qu'on a la chance d'aller visiter le Grand Medine sur le set du tournage de son clip Grand Paris, auquel moi, Oxmo Puccino, j'ai le plaisir et l'honneur de participer. Et j'avais envie de demander une histoire à Medine spécialement. Medine parce que c'est un grand narrateur, parce qu'il ne vient pas de Paris. Medine il vient du Havre. Le Havre. Quand on parle d'histoire des quartiers en général, les gens s'attendent à la banlieue parisienne ou Marseille aujourd'hui. On veut élargir la vision qu'on a du quartier parce qu'un quartier, ce n'est qu'un village dans du béton. Voilà. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Medine, donc je t'ai consulté pour cet entretien afin de collecter cette histoire qui t'a marqué, qui t'a bouleversé ou qui a changé ta vie peut-être et qui s'est passée au quartier. Il n'y a vraiment rien de toc, c'est une histoire fleur bleue. Hein. C'est très fleur bleue ce que je vais te raconter, moi. C'est très bien. Ça dénotera. Je pense que ça existe aussi dans nos quartiers, les histoires d'amour, tout ça. Moi, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est ça, c'est cette rencontre avec cette meuf qui est aujourd'hui ma femme, toujours. Je l'ai rencontrée, j'étais très jeune, je devais avoir 13 ans. 13 ans? Ouais, au lycée. D'accord. Au lycée, moi j'étais encore au collège, dis-toi. Moi j'étais un gamin très rangé parce que j'ai des parents très présents qui me surveillaient de très près toute mon éducation. Mon père c'est un boxeur. Et il a été boxeur professionnel. La notion de l'effort, la droiture, exactement. Du travail. Voilà, donc très très proche de leurs enfants. En même temps, il y a quand même le tchékar et ses angles morts qui est là et qui veille au grain pour te ramener dans ses coins les plus obscurs, tu vois. Donc j'ai eu du shit dans les mains très rapidement, mais c'était pas mon truc. Tout ce qui était crime pour moi, ça avortait très rapidement. Puis il y avait une espèce de main bienveillante au-dessus de moi qui me préservait de ça. Je me souviens, la première fois que j'ai touché du shit, je l'ai caché dans le guidon de mon vélo et je me suis fait péter le vélo, tu vois. Donc, c'est bon signe quand ça commence comme ça. Bon, y a un pote, un jour, il m'a dit « Hey frère, si ça avorte tout le temps, c'est que t'es pas fait pour ça. » Et effectivement, j'étais pas fait pour ça. La musique est venue aussi m'encadrer à ce moment-là. Parce que quand t'as une passion, ça cristallise, ça centralise. En tout cas, ça occupe. Et cette rencontre avec cette meuf. C'était à la bibliothèque du Havre. C'était pas dans le quartier pour le coup. C'était un peu l'endroit où tu faisais semblant de réviser, mais en fait, tu y allais parce qu'il y avait grave du monde là-bas. C'était place to be, quoi. Et c'est la première fois que je l'ai vue, et quand on m'a dit son prénom, moi, je crois que j'ai eu le coup de foudre à vie. Elle s'appelait Karinal. Elle s'appelle toujours Karinal. Ses parents viennent du Laos, elle est née en France. Et voilà, après, ce qui est croustillant dans cette histoire, c'est que très vite, moi, j'étais dans un système de valeurs à l'époque qui pouvait être une espèce de contrainte pour quelqu'un qui partagerait ma vie. C'est-à-dire que je découvrais la religion dans les années 90. C'est-à-dire que la religion dans les années 90, c'était un sport national dans les quartiers. Il y avait une forte voix, les mecs qui présentaient ça avaient du charisme et ça nous préservait de certains vices de la rue. Puis il y avait de la dignité. Il y avait un ordre. Exactement, c'était une discipline de vie qui améliorait au quotidien. En fait, on voyait des mecs qui étaient marqués par la life, des anciens braqueurs, des mecs craqués, des cocaïnomanes qui revenaient à la vie grâce à la religion. Donc du coup, nous, c'était la pilule pour sortir de la matrice. Donc je me suis mis à rencontrer la religion au même moment où est-ce que je rencontre ma meuf. L'amour était central, aussi bien dans l'un que dans l'autre. Du coup, je me suis mis en mode Mel Gibson dans Braveheart. tu te souviens de ce film? Ouais. Quand il a pas trop le droit de se marier avec sa meuf, mais il va le faire en cachette dans la forêt. Tu vois, avec un prêtre qui chope comme ça. Well, that's a bit sudden, but all right. Is that what you call a proposal? I love you. Always have. C'est ce que j'ai fait. J'ai été voir un imam. Je lui ai dit, je veux me marier. Il m'a dit, mais t'as 15 ans, frère. J'ai dit, ouais, je sais, mais je veux me marier.
Bon, vas-y, on voit que t'es sincère dans ton action et tout. Vas-y, on organise ça. Donc, dans un BAT, le 17 de la place du Mont-Gaillard, Quelle année? en 99, on s'est retrouvés à se marier en scred chez un imam de quartier en mode Mel Gibson et Meron dans Braveheart. Génial. Ouais, c'était lourd. Et il y avait les poteaux et tout. Il y avait les poteaux en mode témoin. Ouais. Voilà, on a fait une petite fête, mais privée vraiment. On avait D'accord. 15-20, quoi. D'accord. Et c'était lourd et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Même si je le recommanderais pas aujourd'hui parce qu'à 15 ans, t'es pas lucide, t'as pas le recul sur plein de trucs. Sauf que j'ai fait la bonne rencontre, en fait. Moi, je suis toujours avec ma meuf aujourd'hui, c'est la mère de mes enfants. Elle bosse avec moi, elle est là aujourd'hui. En fait, on est comme cul et chemise vraiment et on a une relation au-delà d'une relation mari-femme, quoi. On est vraiment dans un truc de poteau, limite, même si c'est malsain, frère-sœur, tu vois. On est en mode Lannister. Ouais, fusion. C'est Fusion, fusionnel. voilà. C'est très fusionnel, voilà. Et, À partir de certains temps, c'est une équipe, hein. C'est pas un couple. Hein. Voilà, et je pense que c'est la meilleure rencontre que j'ai pu faire dans ce quartier. Il y avait tout de même des malveillants qui étaient là et qui nous, dans nos oreilles d'enfants, distillent des discours radicaux déjà à l'époque, qui auraient pu nous emmener dans des chemins lointains, tu vois. On voit le radicalisme, ce que ça a pu faire aujourd'hui. Heureusement, j'avais des parents structurants, heureusement, j'ai fait cette rencontre, heureusement, j'avais une passion centrale. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Il n'y a pas eu des accords du côté de ses parents. Culturellement, en fait, les Asiatiques ont l'art de te faire comprendre leur désaccord sans te froisser. Ça m'a mis une tarte, moi, dans ma life, encore une fois. En fait, on peut être en désaccord, mais continuer à se marier. Mais vraiment, nos familles se sont rencontrées, c'était fluide. Et quand il y a eu des accrochages, bah, c'était une leçon de life pour dire « Mais regarde, en fait, on a ce désaccord-là, mais en fait, on peut le dépasser. Parce que le but, encore une fois, c'est que nos enfants s'aiment et on va les dépasser. » En fait, il y a un quartier au Havre qu'on appelle Chinatown parce que toute l'immigration asiatique du Havre est centralisée là-bas. C'est Cocrioville. Moi, je viens d'un autre quartier qui s'appelle Mont-Gaillard. Forte immigration maghrébine et sénégalaise. Et du coup, il y a ces a priori-là. Déjà géographiquement liés au quartier, mais aussi géographiquement liés à l'origine ethnique. Et moi, quand je suis arrivé chez mes beaux-parents la deuxième fois, je serais un menteur si je te disais la première fois, ma belle-mère, elle est venue me voir en mode droit dans les yeux et elle m'a dit, avec un accent prononcé asiatique, que je te ferai pas parce que je trouve que c'est trop caricatural. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, quand toi, t'es énervé, toi, tu frappes pas ma fille. Toi, tu sors dehors et tu frappes l'arbre. En fait, j'étais partagé dans un mélange de... Je suis en train de me prendre une leçon par un espèce de Bruce Lee féminin. Et donc, je kiffais la scène, en fait. C'était mortel, ça tuait. Putain, c'est un maître Shaolin qui est en train de m'enseigner quelque chose. Et partagé entre le fait que... En fait, c'est un truc Sisra à mort qu'elle est en train de me faire, là. Elle est en train de dire que tous les rebeux, ils dégomment leur meuf. Tu vois, et cette phrase-là, je la sors dans les repas de famille, je fais rire tout le monde avec ça. Et est-ce que tu te souviens de votre premier rendez-vous? La première fois qu'on se voit, on va voir Taxi 1 au cinéma. Mais je sais que la première fois que je prends mon courage, je l'appelle, j'y passe un coup de fil chez elle. Et je tombe sur elle directement, Dieu merci, parce que j'aurais baltringué si c'était son daron ou ses refs, tu vois. À l'époque, c'était pas... Il y avait un téléphone par famille. Voilà, exactement. Ça sonnait au milieu de la maison. Quand tu répondais, allô, et tout le monde te regarde. Non, là, j'ai eu de la chance. Elle a répondu, je lui ai donné un rendez-vous. On est allé voir Taxi 1 au cinéma. On a kiffé, on s'est revus, et puis... Ça fait 22 ans que je suis avec elle et je découvre encore des bails. J'aime beaucoup, moi, cette idée de découvrir sur le long terme quelqu'un. Même amicalement parlant, j'ai des amis de 20 ans, on se découvre encore aujourd'hui. J'aime les histoires vieilles de longue date. Et j'en suis assez fier. Les histoires de quartier d'Oxmo Puccino. Et pour finir, le mariage, c'était quoi? Quand on a décidé de se marier civilement, il fallait faire une espèce de demande officielle où mon père vient demander la main de la fille du père de ma future femme.
Et vient la question de l'alcool, la tease. Mon daron, c'est pas le dernier à s'en jeter un quand il a l'occasion de s'en jeter un. Et donc, il était d'accord avec le père de ma meuf qui aurait éventuellement un peu de tease au mariage. Sauf que moi, j'étais dans mon système de religieux à cette époque-là, pas de tease à mon mariage. Alors, enlever la boisson principale festive, c'était un crève-cœur pour les familles. Aussi bien pour les Asiatiques que pour les rebeux, en vrai. Faut pas se cacher, tu vois. Et du coup, je viens un peu en niqueur d'ambiance. Je dis, moi, il y aura pas de tease, les gars, à mon mariage. Et je vois mon daron et le daron de ma femme qui disent, oh, il y aura pas de tease, t'inquiète, ils se font des clins d'œil et tout. Au final, ça a fini comme dans 80% des mariages rebeux, dans le coffre de la 505 break, Coffre ouvert. avec des flashs de Sky, etc. Bon, voilà. Pour moi, j'étais dans la légalité, et eux, ils étaient dans leur kiff du moment. Je crois que le quartier n'a vraisemblablement rien de différent d'un petit village en réalité. C'est juste un peu exacerbé parce qu'il y a peut-être plus de population, mais on a le poids des regards. Parce qu'on parle dans les quartiers de la politique des grands frères, comme s'il y avait une espèce de main invisible qui dirigerait les êtres entre eux. Non, en réalité, je crois que dans les quartiers, le poids du regard est aussi puissant, présent, que dans un petit village où t'as, je sais pas moi, la boulangère qui te voit fréquenter une jeune fille et qui la rapporte à la bouchère du coin. Ça finit par faire quelque chose. Tu vois, là, les choux gras du quartier, quoi. Non, je crois que les mêmes mécanismes se répètent. Il y a bien sûr un peu de culturel, il y a aussi du religieux qui vient se superposer. Je me sens libre du regard de mon quartier d'époque que 15 ans plus tard peut-être. Parce que moi-même, j'ai fait un travail sur moi-même pour savoir qui j'étais réellement, quel regard avait de l'impact sur moi, et quel regard a de l'impact sur mon couple aujourd'hui. Je m'en suis libéré que très tard. Merci Mehdi. Merci à vous les gars. Tu défonces Mehdi. Ça défonce parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont raconter des histoires aussi touchantes. C'est une belle histoire d'amour. Ouais. Là, c'est dans le quartier parce que c'est le contexte, mais en général, que ce soit dans les prés ou ailleurs, c'est une belle histoire d'amour. L'amour est dans le préau. Les histoires du quartier d'Oxmo Puccino. arteradio.com